Et tout d'abord, cet accident tragique, un enfant de 2 ans a été tué en début d'après-midi dans le parc d'attractions de Pierrebrune, dans la forêt de Mervan, en Vendée. Il est tombé du petit train touristique et s'est retrouvé coincé dessous. Le train roulait à environ 3 km/h. Les secours dépêchés sur place n'ont pu le ranimer. Les personnes allergiques au pollen ont un peu de répit en cette période. Les pics de pollinisation sont moins aigus. Et pour connaître les périodes d'émission, des spécialistes de la région s'en remettent à un jardin de Cholet, un jardin sentinelle qui existe depuis 25 ans, bien avant le réseau national de surveillance. Éric Aubron et Lydie Marlin. Plantain, dactyle, vulpin des prés, derrière ces noms bucoliques se cachent en fait des plantes responsables de nombreuses allergies. Dans ce parc, quelques spécimens de ces herbacées ont été concentrés sur une petite parcelle. Un jardin expérimental baptisé Pollinier, suivi de très près par les membres de cette association d'allergologie. On s'est rendu compte très vite que les pollens, c'était pas seulement mai-juin, mais que ça commençait dès la fin de janvier pour aller jusqu'au mois d'octobre, avec des pics comme ça, avec des périodes de creux, des périodes de pics, et que en fait, nos malades à nous, quand il y avait des pics évidents, souvent, ils étaient déjà, depuis 8 jours ou 15 jours, ils avaient déjà des éternuements, ils avaient déjà les yeux rouges. Donc on s'est dit, on arrive toujours trop tard. Il faut qu'on ait quelque chose pour nous prévenir avant. D'autres observations sont faites sur le toit de la mairie. Transportés au gré du vent, certains de ces pollens finissent aspirés dans ce capteur, un appareil relevé régulièrement. Ça nous permet de vérifier, après le pollinier, de prouver que les pollens sont bien dans l'air, quel type de pollen et surtout quelle quantité. Parce que le pollinier permet de détecter à quel moment le pollen commence, mais après, il faut voir dans l'air, vérifier la quantité. Les effets du pollen, cet allergologue les mesure tous les jours dans son cabinet. Tous ces relevés sont donc précieux, ils lui permettent d'être plus réactif aux symptômes de ses patients. Des troubles qu'il répertorie lui aussi dans un bulletin clinique transmis au réseau. Jusque-là, on pensait qu'il fallait quand même pas mal de pollen pour déclencher des crises. Et grâce à ce type de travaux, on s'aperçoit qu'il y a différents profils de patients et qu'on peut donner l'alerte de manière différente à différents types de patients. Traiter avant que l'allergie ne se déclare, c'est tout l'enjeu de ce travail de veille. Aujourd'hui, un Français sur 4 serait concerné par ce problème de santé publique. Remous en pays sarthois, les célèbres rillettes du Mans n'ont pas été jugées suffisamment spécifiques pour bénéficier d'une indication géographique protégée. Avis du Conseil d'État rendu jeudi dernier. La recette peut donc être appliquée partout. Réaction recueillie par Timothée Derex et Marc Ivard. Voici des rillettes du Mans. Le cochon est sarthois, le fabricant Manceau, la recette traditionnelle. Mais pour le Conseil d'État, ces rillettes pourraient aussi bien être fabriquées ailleurs, en fait, n'importe où. Aujourd'hui, n'importe quel fabricant charcutier, artisan ou industriel, qu'il soit à Brest, à Toulouse, à Lille ou à Marseille, peut fabriquer des rillettes avec l'appellation du Mans. Et c'est ça en fait ce qu'on voulait changer. Les fabricants sarthois cherchaient à obtenir une indication géographique protégée, un label européen qui pourrait garantir l'origine des rillettes du Mans. Le Conseil d'État en a décidé autrement. À ses yeux, la recette est commune aux charcutiers de l'ouest de la France et n'est pas attachée à une localité. C'est simple, une bonne rillette, c'est un bon cochon, un bon chaudron et un bon patron. Bon, ça demande un peu d'explication, mais il faut mettre tous les ingrédients, quoi. Ça commence pas au pied de la marmite, ça commence à l'élevage du cochon. Il existe ce qu'on peut appeler un socle commun, lié en fait à un savoir-faire sarthois, qui est lié à une certaine couleur, à la taille des fibres de viande, à une note aromatique qu'on peut qualifier d'un peu rissolée. Pour défendre cette spécificité sarthoise, les fabricants du département vont devoir retravailler un dossier qu'ils portent depuis déjà 17 ans. Vous avez peut-être croisé un convoi exceptionnel sur la route aujourd'hui en provenance de La Rochelle. Il s'agit d'une rame arc-en-ciel destinée au futur tramway d'Angers. La troisième d'une série de 17 est donc partie de l'usine Alstom. Elle doit arriver tard dans la soirée. Les travaux du tram doivent s'achever en décembre. Suivront des phases de test jusqu'en juin pour une inauguration prévue au début de l'été. De l'art à présent, de la construction d'un dôme de mosquée. Un chantier peu commun pour une petite entreprise du Maine-et-Loire qui a remporté le marché et par la même occasion le défi. Le dôme de la salle de prière de la Grande Mosquée de Nantes, toujours en construction, est désormais posé. Les explications de Christophe Turgis et Jean-Marc Lallier.
Le dôme de la future mosquée du quartier de Malakoff à Nantes. Un habile travail de charpentier pour que la construction, très contemporaine par ailleurs, réponde à l'image classique que les musulmans se font de leur lieu de culte. C'est une entreprise d'une trentaine de salariés de Melay, dans le Maine-et-Loire, qui a remporté l'appel d'offres. Pour le bois, ça reste quelque chose d'assez simple grâce à la technique du lamellé-collé, parce qu'on se donne un gabarit sur lesquels on ramène des lamelles de bois qu'on vient serrer pour donner la forme du cintre. Alors qu'en métal, il faut exercer une torsion sur le métal et c'est beaucoup plus compliqué. Ce qui fait qu'on a réussi à se placer beaucoup plus facilement sur un dôme en bois plutôt qu'un dôme en métal. L'entreprise Caillot construit des charpentes de père en fils. La majeure partie du travail est faite à l'atelier désormais. Ensuite, on assemble les éléments sur place. Et dans le cas du dôme de la mosquée, cet assemblage s'est même fait au sol. On a simplifié la chose en l'assemblant au sol, de manière à avoir une facilité de mise en œuvre et une rapidité aussi de mise en œuvre. La particularité, c'est le levage d'un seul tenant. Donc là, on a un élément constitutif qui pèse 5 tonnes 3. Donc là, on le lève en un seul tenant à l'aide de la grue pour le mettre directement en place. Donc ça reste une construction traditionnelle. En 2 temps et 3 mouvements, la charpente s'en est allée couronner la salle de prière. Quelques boulons et la structure est prête à recevoir sa couverture de zinc, pigmentée de vert, la couleur de l'islam. On est tous heureux d'avoir fait ce chantier qui est un symbole quand même dans une ville de nos jours. Peu importe la religion, tous les bâtiments religieux, c'est un symbole dans n'importe quelle ville. Le dôme mis en place, le chantier de la mosquée As-Salam n'est pas encore terminé pour autant. Fin 2011, début 2012, les premiers fidèles pourront fouler les tapis de prière, si Dieu le veut. Le marché aux bestiaux de Cholet ouvre exceptionnellement au public les lundis durant la période estivale avec visite guidée. Et vous allez le voir, les explications sont nécessaires car le monde des maquignons a ses codes et son langage bien difficile à décrypter. Christophe François et Luc Prisset. Le marché aux bestiaux, quand on entre pour la première fois, c'est tout d'abord des sons, des odeurs, des images aussi. Il semble que ce sujet ne soit pas le bon, nous le verrons ultérieurement. Nous allons parler un petit peu de soleil. Soleil, mot évocateur de barbecue, est aussi facilitateur de cuisson en extérieur. Utiliser son énergie plutôt que le charbon, une idée simple que l'association nantaise Bolivia Inti a développée en Amérique du Sud depuis des années. Et ce qui marche là-bas marche aussi ici. Christophe François et Daniel Lefloc. Je suis à 200, un peu plus de 200. Logiquement, il devrait monter à 300 et quelques. 11 heures, quelques nuages, le repas de midi sera bientôt prêt. Sans gaz, sans électricité. Martine et Marie cuisinent avec les seuls rayons du soleil. Alors là, c'est un tian de légumes, des couches de légumes, et on oriente la parabole. Les rayons du soleil sont réfléchis par le miroir et ensuite absorbés par un plat noir. 15 à 20 minutes plus tard, le tian est prêt et les filets de poisson sont cuits encore plus vite. Oh non, ça va aller. Non, c'est cuit et c'est bon et il ne brûle pas au milieu. Non, il ne brûle pas, c'est ce que je voulais contrôler. C'est vrai que c'est tellement puissant que ça pourrait brûler au milieu. À côté, on trouve le four solaire. 2 gâteaux au chocolat sont en train d'y cuire doucement pour le dessert. 120, c'est un petit peu trop chaud pour le gâteau. Alors on va essayer de diminuer la température à l'intérieur. Là, c'est un petit peu trop chaud. On va ouvrir. On fait absolument cuire tous les aliments, sauf bien sûr des fritures, puisque c'est une température qui monte en douceur et donc qui respecte en même temps la cuisson des aliments. Ce four solaire ultra simple a été mis au point par l'association Bolivia Inti pour faciliter la vie des habitants des Andes, dont les femmes passaient le plus clair de leur temps à chercher du bois de chauffage pour la cuisine. Et ce qui marche là-bas marche aussi bien ici, alliant cuisson lente et économie d'énergie, des valeurs modernes finalement. Et nous parlions précédemment donc du marché aux bestiaux de Cholet qui ouvre exceptionnellement au public les lundis durant la période estivale, visite guidée avec Christophe François. Le marché aux bestiaux, quand on entre pour la première fois, c'est tout d'abord des sons, des odeurs, des images aussi, de ces bovins par centaines qui s'offrent au regard des professionnels, jadis appelés les maquignons. Le lundi, ils ont tous rendez-vous ici et à 13h30, ça commence par le marché aux maigres.
Le marché du maigre est destiné à l'engraissement. Il y a des engraisseurs, c'est une tradition d'agriculture ici dans la région, d'acheter des jeunes bovins, de les faire engraisser pour ensuite les vendre comme étant du gras, comme la viande donc destinée aux abattoirs. 14h30, c'est au son de cette cloche datant de 1689 que le marché du gras va s'ouvrir. Le gras désigne les gros bovins en âge de produire de la viande et Cholet en est le premier marché de France. Mais attention, dans le Mirador, le policier a sorti les jumelles. Je surveille les transactions avant l'heure. Donc là, dans la partie maigre, ce qu'on voyait tout à l'heure, j'ai donné l'autorisation d'acheter à 13h30. Donc toutes les transactions qui peuvent se passer avant, on est là pour surveiller. Moi-même et les collègues. Sinon, il se passerait quoi? Ils auraient le droit à une amende. Parce qu'on a des acheteurs qui sont uniquement acheteurs, commerçants. Eux, ils peuvent donner de bonne heure le matin. Donc, il y en a d'autres, des agriculteurs qui viennent de la région, pour aussi acheter des animaux. Donc, pour être concurrence identique, faut avoir toutes les chances, quoi. Cette visite guidée proposée par l'Office de tourisme permet aussi de prendre la température auprès des professionnels. Et la tendance du marché n'est pas au mieux, faute de concurrence entre acheteurs. Construit pour 2500 têtes en 1986, ce marché en accueille chaque lundi environ 1400. Et saluons la performance athlétique de Daniel Fernandez. Ce retraité mayennais septuagénaire vient de remporter le titre de champion d'Europe de saut en hauteur en passant la barre à 1,46 m. Rencontre avec Pierre-Éric Cali et Séverine Bourgault. À 72 ans, Daniel Fernandez est un athlète inépuisable. Double champion du monde et double champion d'Europe de saut en hauteur dans sa catégorie, cet ancien professeur de gymnastique est surprenant de vitalité, une endurance à vous couper le souffle. Je cours beaucoup, je fais beaucoup de footing, je fais à peu près une 50aine de kilomètres par semaine en footing. Et du vélo, pour travailler ce qu'on appelle l'endurance, quoi. Voilà, je fais 2 séances de musculation par semaine. Après un demi-siècle de compétition, les médailles, le septuagénaire ne les compte plus. Ce qui l'intéresse aujourd'hui, c'est le défi et le voyage. Grâce au championnat, le Mayennais d'origine franco-espagnole a parcouru l'Europe et une partie du monde. On se fait des potes comme ça, et puis on s'écrit, et puis on va chez les uns, chez les autres. Enfin, moi, je vais souvent en Espagne, chez une copine que j'ai connue. En 95 en Grèce, et depuis on va en vacances chez elle l'été, tout ça, voilà. C'est comme ça. De ces voyages, Daniel Fernandez ramène toujours quelques clichés en noir et blanc qu'il expose ensuite, une autre de ses passions. Mais entre deux photos, il prépare déjà le futur championnat d'Europe en Belgique le 19 mars prochain. Une ville pour terrain de jeu, plus précisément pour une chasse au trésor. La ville de Lassay-les-Châteaux en Mayenne propose cette nouvelle animation dans laquelle châteaux, chapelles et ruelles constituent les phases de la découverte.